Bonjour Maxime, bonjour Anissa. Bonjour Samuel. Bonjour à tous. François Hollande est-il le nouveau Roger Giquel? C'est le journal L'Opinion qui s'interroge ainsi ce matin. Roger Giquel, vous savez, le présentateur de JT, resté célèbre pour son « La France a peur ». Oui, François Hollande, nouveau Roger Giquel, car accusé par quasiment toute la presse ce matin d'avoir parlé trop vite. Après l'interpellation de 4 hommes soupçonnés de préparer un attentat, et voilà un chef de l'État sous le feu des critiques, note le Dauphiné Libéré, pour ce que l'Alsace appelle un coup de com'. Le Figaro souligne que pour un président aussi impopulaire, la tentation est grande de se servir de la lutte antiterroriste pour reconquérir l'opinion publique. Crier sans cesse au loup ne sert à rien, écrit ce matin La Croix. L'indispensable vigilance impose le discernement et un grand calme. Mais la plume la plus sévère, Maxime, c'est dans l'Est républicain que je l'ai trouvé, qui évoque ces enfants qui parlent trop, ces pipelettes qu'on fait taire d'un doigt sur la bouche. L'Est républicain assène face à la folie d'une génération spontanée de djihadistes et cervelés. L'instrumentalisation politique des peurs constitue une première victoire des apprentis sorciers de la terreur. Il ne mérite pas un tel cadeau. Le président Hollande, Samuel, qui pourra peut-être se consoler en lisant l'enquête du Monde sur Tony Blair. Ah oui, je vous en prie, allez lire ce très bon papier, signé Benjamin Barthes et Philippe Bernard, pour comprendre comment Tony Blair, dont la cote de popularité a pu atteindre 70% lorsqu'il était Premier ministre, est désormais l'homme politique que les Britanniques préfèrent le plus détester. Mais que lui reproche-t-il à Tony Blair, les Britanniques? Bien d'exploiter, avec son épouse Chérie, c'est son prénom, je le rappelle, Chérie, pas un adjectif. Sinon, son épouse Chérie, ça peut... Oui, son épouse Chérie, Oui, en fait. Voilà. Il leur reproche donc d'exploiter leur carnet d'adresses pour satisfaire leur passion commune, l'argent. Leur fortune personnelle est évaluée à 85 millions d'euros quand même, grâce à des conférences facturées 200 000 euros chacune et des missions de conseil auprès de personnages, peu recommandables. Voilà comment écrivent les deux journalistes à l'icône du jeune Premier ministre audacieux. Eh bien, c'est substitué l'image écornée d'un affairiste au service des pires satrapes. Je vous invite à lire cette enquête aussi rigoureuse que savoureuse. On revient en France avec ces éleveurs au bord du gouffre. Vous en parliez tout à l'heure dans le kiosque, Maxime. Ces éleveurs au bord du gouffre, c'est la une du Parisien ce matin. C'est aussi celle de La Croix d'ailleurs, qui parle d'un état d'urgence. Alors, je sais que certains qui nous écoutent ce matin doivent se dire des agriculteurs mécontents encore. Pourtant, les chiffres qu'avance le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, sont terribles. Près de 25 000 éleveurs, soit une ferme sur 10, menacée de disparition d'ici la fin de l'année. C'est une crise sans précédent dans notre pays, écrit le Parisien. Cela représente 40 000 emplois directs, peut-être jusqu'à 900 000 emplois indirects, selon une estimation de l'INRA. Et comment en est-on arrivé là? D'abord, il y a la concurrence de l'étranger. Pour le Parisien, d'ailleurs, il y a urgence à une harmonisation des charges et puis des normes au niveau européen. Et puis, il y a les prix en berne, les prix trop faibles proposés par les acheteurs et notamment la grande distribution. Et à ce propos, je vous invite à lire dans le dernier numéro de Marianne les confessions d'un salopard. Ce salopard, c'est un acheteur de la grande distribution. Il est en fin de carrière, il regarde derrière lui et il a honte. J'ai été un tueur, dit-il à propos de ses pratiques pour faire baisser les prix. Il se souvient comment, par exemple, il a tué un producteur de pêche pour gagner quelques dizaines de milliers d'euros. Comment il l'a lâché tout en sachant que ce maraîcher allait mettre la clé sous la porte et supprimer 30 emplois. Il raconte encore comment celui qui l'a formé lui disait tout le temps « Si un type sort de ton bureau avec le sourire, c'est que tu ne l'as pas assez rincé ». Cet article, c'est confession d'un salopard, ça aurait pu être aussi confession d'un repenti. Cet homme qui a tenu à garder l'anonymat, on le comprend, mais il est toujours en poste. Il dit encore, la France produit des fruits d'une qualité exceptionnelle, unique en Europe, et on la laisse crever au profit de production de qualité très inférieure. Samuel, le Tour de France, ce matin encore à la une de la presse, avec un revenant. Lance Armstrong, le sulfureux de retour sur la grande boucle. Il court 2 étapes en avance au profit d'une association. Qu'il est beau, ce titre de Libération, Ave Paria. Ave Paria, en effet, et c'est pas mal, car le journal constate que, bizarrement, le menteur, le dopé, celui qui a fait tant de mal à l'image du cyclisme, est toujours très populaire. Beaucoup de fans, vous l'avez peut-être vu dans les JT, sont venus le voir hier, comme René. Tenez, que je cite, il parle fort, René, précise Libé. Dopage ou pas dopage, ce mec est un champion. Le premier qui en dit du mal recevra mon poing dans la gueule. Alors forcément, avec de tels arguments, comment dire du mal du grand champion Armstrong? Alors la bonne nouvelle, c'est que Nicolas Sarkozy ne recevra pas dans la figure le point de René. Parce qu'il l'aime, lui, Armstrong. Il le dit dans le Parisien Magazine. L'ancien président ne comprend pas que l'on continue encore à critiquer ainsi l'ancien champion. Peut-être une solidarité entre anciens. Il a tellement été critiqué, tellement attaqué. À quoi sert de l'accabler aujourd'hui? Je me demande quand il dit ça s'il pense seulement d'ailleurs à Armstrong. Mais ça n'est pas tout. Le Parisien Magazine consacre
6 pages à la passion de Sarkozy pour le vélo, 7 même si on compte la couverture, et que je te raconte mon premier vélo, mes souvenirs du Tour et de comment mes gardes du corps ont du mal à me suivre tellement je suis fort en vélo. Et à ce propos, moi je me souviens d'un papier où des spécialistes de la course à pied se moquaient un peu de la façon dont Nicolas Sarkozy se mettait en scène en faisant du sport, tout en notant qu'il ne s'était jamais inscrit à une course. Alors si j'étais méchant, je dirais que ça lui évite de mesurer son niveau réel de grand sportif. Mais comme je ne suis pas méchant, je lance un défi à Nicolas Sarkozy. Inscrivez-vous enfin à une course, qu'on ne puisse plus dire que vous nous survendez un petit peu votre côté grand sportif. Tenez, je viendrai même la courir avec vous. Ah, ça c'est bien. Oui. Voilà, joli challenge. C'est un engagement. Vous continuez de suivre le feuilleton des Échos sur l'AVC du président. Ah, ô combien savoureux feuilleton. Je rappelle les épisodes précédents. François Hollande a fait un AVC, Maxime, vous en souvenez. Oui. La France n'est pas au courant. Nicolas Sarkozy, encore lui, se frotte les mains. Manuel Valls se prépare au cas où. Et, nouvel épisode ce matin, le président Hollande se réveille et il est en pleine forme. Tout va bien. Presque. Il y a quand même un petit souci, une partie de sa mémoire a été effacée. Il se souvient de son élection. Après, plus rien. Le trou noir. Alors, on lui raconte tout, bien sûr. Ses 3 années de quinquennat, ses décisions, l'échec contre le chômage, Valérie Trierweiler, tout. Eh bien, qu'aucun sur ce coup, les Échos mettent en scène un président catastrophé, s'écriant « Mais comment ai-je pu faire toutes ces bêtises ?» On en est au 4e épisode, il en reste 10. Quelque chose me dit qu'on va bien s'amuser. Et quelque chose me dit qu'on va suivre ça dans votre revue de presse. Merci Samuel Etienne.